Avec ou sans parure, avec Mehdi Touassi. Bonjour et bienvenue amis auditeurs dans Avec ou sans parure, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Le 10 octobre dernier, le Premier ministre russe Dimitri Medvedev entamait une visite officielle au Maroc. Bilan de cette visite, signature de 11 accords de coopération un jour plus tard au siège du ministère des Affaires étrangères. Plusieurs domaines sont touchés par ces accords, notamment l'énergie, l'agriculture, mais pas que. Autant dire que les relations entre Moscou et Rabat se réchauffent et l'on parle désormais d'accords stratégiques qui se renforcent au fil des années. Maroc-Russie, quel contenu pour le partenariat stratégique ? Point d'interrogation, c'est l'intitulé de ce débat. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Abdelrani Youmni, vous êtes professeur universitaire. Vous êtes également consultant en politique publique et en intelligence économique. Abdelrani Youmni, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Bonjour. Également avec nous dans le tour de table, Alexei Dontsov, attaché au consulat général de Russie à Casablanca. Bonjour Alexei Dontsov. Bonjour à tous. Également dans le tour de table, Ahmed Nourdine, membre du Conseil marocain des Affaires étrangères. Vous étiez le conseiller de Saad Eddine El Othmani, alors ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Vous étiez chargé d'études au sein de ce même ministère. Bienvenue Ahmed Nourdine. Merci, bonjour à tous. Également dans le tour de table, Hicham Hamadi, chef d'entreprise. Vous dirigez une société spécialisée en économie numérique et technologie de l'information. Vous êtes aussi vice-président de l'association des sociétés technologiques. Hicham Hamadi, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Le plaisir est partagé. Enfin, Rachid Achachi, chroniqueur au Matin Lux, chroniqueur Lux Radio. Vous êtes également chercheur en économie et en anthropologie. Rachid, bonjour. Bonjour. Tout de suite, messieurs, l'édito préparé par la rédaction. Et bien sûr, on se retrouve juste après pour vos commentaires. Le Premier ministre russe Dimitri Medvedev était au Maroc la semaine dernière. Il était venu accompagné d'une délégation pour une visite annoncée comme étant une visite d'amitié et de travail et qui s'inscrit dans la continuité de la visite officielle qu'avait effectuée le roi en Russie l'an dernier. Plusieurs accords ont été signés. L'année dernière, il était venu accompagné d'une délégation pour une visite annoncée comme étant une visite d'amitié et de travail et qui s'inscrit dans la continuité de la visite officielle qu'avait effectuée le roi en Russie l'an dernier. Plusieurs accords ont été signés. Ils couvrent plusieurs domaines, agricoles notamment, mais aussi militaires. Nous y reviendrons dans le débat. Il est à rappeler, comme l'a fait le Premier ministre russe, que le Maroc est aujourd'hui le premier partenaire de la Russie en Afrique. Il est révélé par les deux parties des complémentarités entre les économies des deux pays, mais il est regretté par ailleurs que les échanges entre Rabat et Moscou ne le reflètent pas assez. En 2016, les échanges entre le Maroc et la Russie s'établissaient à près de 12 milliards de dirhams, alors qu'en 2015, donc l'année auparavant, ils étaient à près de 18 milliards de dirhams. Comment justifier ce recul alors même que des mesures sont mises en place en faveur d'une augmentation des échanges ? Nous en débattrons. Mais il est à noter que, comme il est le cas dans quasi la totalité des accords d'échange entre le Maroc et d'autres pays, la balance est clairement déficitaire à la défaveur du Maroc. Nous y revenons également. L'offre marocaine à l'export est à analyser en ce sens, mais pas que, car les opérateurs pointent aussi des obstacles d'ordre administratif et procédural. Difficulté pour les opérateurs marocains à obtenir un visa notamment. Ceux-ci espèrent un assouplissement des procédures pour l'obtention des visas. Alors pourquoi est-ce si difficile pour les chefs d'entreprise marocains d'obtenir des visas pour la Russie ? Nous en parlerons avec nos invités. Nous discuterons également des fluctuations du rouble qui là encore sont avancées comme étant un frein à l'amélioration des échanges commerciaux Maroc-Russie. Nous débattrons enfin des opportunités d'investissement que représente le Maroc pour la Russie et inversement. Quelles mesures à même de renforcer le partenariat entre Rabat et Moscou ? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure. Le débat est ouvert. Et avant de commencer le débat, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir en envoyant des SMS ou des messages plutôt sur notre application Android et iOS. Je lirai bien sûr vos commentaires en direct sur notre antenne. Abdelrani Youmni, professeur universitaire, première réaction à l'édito. Alors, la réaction à l'édito, j'aimerais d'abord revenir sur l'agenda de la visite de M. Medvedev. Alors, l'agenda de M. Medvedev, d'abord, c'est le retour de la croissance économique exceptionnelle en Russie,
de 3,1% en 2016 contre 1,7% en 2015 et 0,8% en 2014. Le redressement du rouble, le rouble qui était à 80 roubles pour $1, 57,9 roubles actuellement. Et puis la baisse extraordinaire de l'inflation, surprenante, qui était à 18% en 2015, qui est à 4% actuellement. Et puis, et surtout, la Russie a décidé d'abandonner le modèle progressif de rente économique pétrole-gaz contre économique pour un modèle de rendement croissant. C'est-à-dire c'est une conversion rapide en 2 ans qui a permis à la Russie de redémarrer et surtout de relancer la façade arrière qui est la façade euro-asiatique. La Russie sort d'une économie de rente vers une économie où elle consomme ce qu'elle produit. Ouais. Et ça, c'est la nouveauté, on va dire, de ces dernières années, effectivement. On reviendra tout à l'heure quand même sur la croissance, mais aussi sur l'inflation à 4% aujourd'hui. En tout cas, selon les chiffres de 2016, Alexei Dontsov, attaché au consulat général de Russie à Casablanca. Réaction à l'édito. Donc moi, je voudrais souligner l'importance de ce visite en ce qui concerne ces accords qui varient de thèmes différents, de agriculture, aquaculture, de la pêche, jusque les barrières administratives. Je voudrais souligner l'importance de l'accord signé par notre ministre de l'Agriculture, M. Tkachov, et le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, Aziz Akranouch, un accord qui simplifie les barrières administratives concernant les flux de marchandises entre Maroc et Russie. Je souligne l'importance de cet accord parce que une nécessité objective de la part des opérateurs, y compris russes, y compris marocains, précédait la conclusion de cet accord et le fait que cette nécessité est exprimée dans cette convention, c'est ce que je voudrais souligner, c'est ce que rend l'importance de cette visite. Ahmed Nourdine, membre du Conseil marocain des affaires étrangères. Tout d'abord, je saisis l'occasion pour souhaiter Dobra Pajalavat à notre ami du consulat russe et pour saluer aussi la position russe ces deux derniers jours. Et en français, c'est quoi exactement? Bienvenue. C'est bienvenue, oui. J'ai compris, mais bon. Oui. Et puis je saisis l'occasion pour saluer la position russe les 2 derniers jours de refouler la délégation du soi-disant Polisario qui voulait participer au Festival international de la jeunesse démocratique à Sotchi en Russie entre les 14 et 22. Ceci dit, pour l'édito, bien sûr, je retiens le fait qu'il y a eu une contraction en 2016 des échanges commerciaux entre le Maroc et la Russie par rapport à 2015, parce que 2015, c'était l'année qui a marqué le pic avec les 2,5 milliards de dollars, en classant le Maroc avec ce volume d'échanges en premier partenaire de la Russie dans le monde arabe et en Afrique. Et je vois, moi, ces relations et ces échanges pas de cet angle de vision comme quoi de la contraction là, parce qu'il y a toujours des fluctuations la fluctuation est assez énorme quand même. On reviendra sur ça. Les chiffres de 2012-2016, c'est quand même le gap est trop grand et il faudra l'expliquer tout à l'heure durant le débat. On viendra. Mais il faut aussi marquer qu'on est le premier partenaire avec les 2,5 milliards et qu'on est revenu de loin. On était à 200 millions de dollars comme échange en 2002 et on est arrivé à 2,5 milliards. Ça veut dire qu'on a multiplié ces échanges par 12 ou par 15 pendant... Par le Maroc en 2016 de prendre ce virage et de diversifier et d'aller vers la Russie. Ça a été fait par une visite royale, par un corridor d'échange qui a été installé, un ensemble de conventions. Et puis après est venu le temps du suivi, venu le temps du développement de cette relation, faire en sorte à ce que ça soit profitable, au-delà des aspects politiques, parce que ça a commencé avec des échanges sur des aspects sécuritaires, sur des probables négociations d'acquisition d'armements militaires et de choses comme ça. Là, on est en train d'arriver à des choses assez intéressantes, des aspects politiques, parce que ça a commencé avec des échanges sur des aspects sécuritaires, sur des probables négociations d'acquisition d'armements militaires et de choses comme ça. Là, on est en train d'arriver à des choses assez intéressantes au niveau économique. Aller au fond des choses en termes d'échanges, sachant que la Russie est un 2e ou 3e producteur mondial de blé, donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Ça absorbe la moitié de nos agrumes, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc le renforcement de cette relation est complètement naturel
Et ça va dans le sens du développement du Maroc et de diversification de ses partenaires et surtout du renforcement de notre position africaine, sachant qu'on profite de notre capacité à driver les partenariats au niveau de l'Afrique subsaharienne et on profite aussi de la faiblesse de notre concurrent. L'instabilité de l'Algérie pousse réellement à ce que la Russie s'intéresse à nous et travaille avec nous. Rachid Achachi, chroniqueur Lux Radio. Effectivement, cela s'inscrit dans la continuité de la visite royale à Moscou. Donc là, il est temps de mettre en place un arsenal juridique pour accompagner et permettre que les flux commerciaux se mettent en place. Mais en même temps, poser le problème uniquement d'un point de vue économique serait rater l'essentiel, en quelque sorte. Parce que le revirement du Maroc et de la Russie entre 2014 et 2015 est expliqué par un redéploiement géopolitique, notamment, premièrement, le froid diplomatique entre l'Union européenne et la Russie concernant le putsch, le coup d'État réalisé en Ukraine par des groupuscules néo-nazis. Et puis de l'autre côté, du côté marocain, on a eu un froid diplomatique également avec l'Union européenne en rapport avec la question du Sahara marocain et de l'accord agricole. Donc il y a eu un phénomène de convergence qui fait que le redéploiement stratégique du Maroc sur l'Afrique, mais également du côté de la Russie, s'inscrit dans une volonté sur un plan géopolitique et géostratégique de réduire la dépendance vis-à-vis d'un certain Occident qui ne veut pas d'alliés mais de vassaux. Et donc, c'est un intérêt vital qui fait qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà de l'économique. L'économique, les flux sont certes pas importants comparé au potentiel des deux pays, mais tout ce qui est relatif à la question sécuritaire, tout ce qui est relatif au partenariat stratégique, à la question de l'armement, font que ce rapprochement a une dimension réellement géopolitique. Mais pour le faire... Idéologique aussi ? Idéologique, pas encore, je l'espère, mais déjà au niveau géopolitique. Mais le problème, c'est que le soft power n'est pratiqué du côté maroco-russe ni par le Maroc, ni par la Russie. Il n'y a pas d'effort encore pour harmoniser les points de vue au niveau culturel, au niveau identitaire, au niveau civilisationnel. Il faut mettre en place des vecteurs de diffusion culturelle des deux côtés. Il faut organiser des rencontres entre intellectuels, entre penseurs, entre artistes des deux côtés. Le but étant d'établir des ponts solides qui font converger les paradigmes et les visions du monde de ces deux pays. Là, on peut bâtir sur quelque chose de certain et de sûr. Alors, l'économique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alexei Donstov, attaché au consulat général de Russie à Casablanca, visite donc de Dimitri Medvedev ce 10 octobre au Maroc. Il s'agissait de la première visite depuis 1971 d'un premier ministre russe chez nous, donc au Maroc. Comment est-ce que vous expliquez cette absence au niveau de l'Afrique du Nord, puisque finalement, même en Algérie, ça date de 1971 aussi, la dernière visite d'un chef de gouvernement. Pourquoi cette absence et comment vous l'expliquez à nos auditeurs ? Donc moi, je ne dirais jamais de l'absence et je ne dirais jamais de l'étibinité des contacts et des relations entre nos deux pays. Parce que le visite de notre président, il a eu lieu en 2006 et ça ne fait pas beaucoup de temps parce que en 2002, le roi Mohamed VI a rendu une visite à Moscou. M. Poutine lui a rendu la politesse en 2006 et maintenant, en 2017, on parle de la visite de notre Premier ministre. Donc, vous avez dit que ça fait beaucoup de temps et c'est la première visite de M. Medvedev, de Premier ministre, mais n'oublions pas qu'il était des autres contacts entre notre deux pays. Moi, je ne dirais pas de... je veux dire, quand on parle de relations stratégiques et d'accords stratégiques, normalement, me semble-t-il, la fréquence des visites et les échanges doivent suivre également. Et à ce niveau-là, on voit que quand même, il y a des manques assez importants. À mon avis, la fréquence de visite, c'est pas le facteur principal pour estimer la qualité des relations entre nos deux pays. Oui. Parce que, comme j'ai déjà dit, il y a des nécessités objectives qui doivent être exprimées dans les accords, dans les conventions qui étaient signées. Donc, pour le moment, si on tenu compte de deux visites, de visite de Mohamed VI à Moscou en 2016 et visite de Medvedev cette année, on parle en global de 27 conventions signées pendant 2 années. Et à notre avis, c'est un nombre vraiment impressionnant. Ouais. Et Chama Madi, chef d'entreprise, sur cette durée relativement assez longue d'absence de visite à haut niveau, en tout cas, entre nos deux pays, comment vous l'expliquez ?
C'est simple, nous avions les yeux rivés ailleurs, il faut appeler un chat un chat. Le Maroc n'a pas été un grand partenaire pour la Russie. Il y a une théorie qui a été développée par Rachid un jour qui parlait des grandes masses et des petites masses. En économie, les grandes masses s'attirent et les grandes masses attirent les petites masses. Nous sommes encore une petite masse, donc charge à nous d'être intelligents et de ne pas remplacer simplement l'Algérie parce que, et c'est là où je suis d'accord avec Rachid, c'est de se dire simplement on va devenir client et un bon client pour la Russie n'est pas suffisant. Par contre, de se dire qu'on va profiter du fait qu'on a développé de réels partenariats avec des pays en Afrique subsaharienne et surtout notre accession à la CEDEAO devient intéressant pour la Russie parce que la zone d'influence de la Russie réellement, c'est l'ex-URSS. Si vous regardez en termes d'exportation ce qu'elle fait, sa balance elle est complètement intéressante, elle gagne de l'argent et elle travaille surtout dans sa région. Nous, on peut les intéresser parce qu'on a une position géographique intéressante, parce qu'on se positionne en tant que hub et que réellement on est en train d'activer les leviers pour devenir un hub avec des aspects de circulation, avec l'intégration de la CEDEAO, avec la projection d'aller vers une monnaie unique, même si on peut la critiquer, on peut dire que ça arrivera dans un très très long terme, mais en tout cas, en termes de projection, on y est. Donc on offre à la Russie une vraie plateforme pour aller en Afrique et pour aller en Afrique d'une manière économique et pragmatique. Et c'est là où je confirme les dires de notre ami du consulat, c'est que oui, les relations, d'abord, ils sont politiques, effectivement. Il faut que ça aille plus loin parce que l'économique n'est pas suffisant pour qu'on devienne partenaire, sinon on est réduit à j'achète, vous payez, ça s'arrête là. Et on deviendra un Algérie bis, on va acheter des S-400, des tanks, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est là où on doit aller vers une vraie discussion de partenariat. Maintenant, la question est délicate parce que le Maroc aussi... nous, on a toujours été, on a joué sur les deux leviers. C'est on travaille avec l'Union européenne, avec les États-Unis, et on se projette d'aller avec la Russie. Donc ça se fait crescendo. C'est normal qu'avant, il n'y avait rien et que maintenant ça s'accélère. Ça s'accélère parce que en termes d'échanges, ça a augmenté drastiquement. On veut aller encore plus loin. Oui, mais c'est en train de s'affaisser quand même, parce que effectivement, on a augmenté, les chiffres ont été donnés tout à l'heure, mais bon, là on voit que c'est en train de se réduire comme peau de chagrin. C'est-à-dire, je prends juste un chiffre, 2012-2016, les exportations sont passées de 198 millions de dollars à peine 66 millions de dollars. Donc au bout d'un moment, c'est pratiquement les 2/3 qui sont passés à la trappe. Excusez-moi d'expression. Après, il y a deux vitesses. Il y a le privé qui doit suivre aussi, parce que charge à nos entreprises d'être actives et d'aller se dire c'est un marché intéressant et c'est un marché qui nous donne accès à autre chose. Donc charge à nous, entrepreneurs, d'y aller. Et il y a l'aspect politique et l'aspect encadrement juridique et convention, parce que la double imposition, il y a beaucoup de choses à traiter. Donc c'est pas si aisé que ça. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sur les rails, ça se renforce, la cadence est en train d'avancer à grands pas. Il faut qu'on identifie les besoins de la Russie, il faut qu'on soit moteur sur ça. Par exemple, moi j'avais la chance d'être présent dans un salon récemment en juillet. Les Russes ont fait, il y avait toutes les grandes entreprises russes, tout est fait en langue russe. Ça ne se fait même pas en langue anglaise ni en langue française. Donc il y a des opportunités assez simples à saisir. Les produits sont la demande interne est tellement importante que l'expression de l'export au-delà de la zone d'influence n'est pas très forte au niveau du privé. Donc charge à nous d'aller saisir cette opportunité. Amdrani Youmni, professeur universitaire, vous voulez réagir? J'aimerais réagir d'abord sur le gap. Ce gap ne doit pas nous faire peur. Vous savez que l'Europe et les États-Unis ont décidé des sanctions en 2013-2014 contre la Russie. Et la Russie, il lui fallait des partenaires dans le domaine de l'agriculture, de la nourriture. Oui. Aujourd'hui, 2 ans après, 3 ans après, la Russie est autonome sur le plan agricole. Donc, il leur fallait des partenaires. Le Maroc était le gagnant de ces sanctions. Donc, les agriculteurs... excusez-moi, mais quand je vois les chiffres, je n'ai pas l'impression tellement qu'on en a véritablement profité. J'ai l'impression que, et ça, ce sont les chiffres, ce n'est pas une impression, l'Égypte en a plus profité, la Turquie en a plus profité, et nous sommes à 66 millions d'exportations envers la Russie. Je prends les chiffres de 2016. C'est le chiffre d'affaires d'une entreprise de taille intermédiaire, 660 millions de dirhams, pour un pays qui compte 144 millions d'habitants, pour un marché qui est relativement assez important.
comment est-ce qu'on peut être aussi petit? Je veux dire, il y a quand même un moment où il faut expliquer ça aux auditeurs. Si, il y a une explication. Alors, la première explication, c'est que d'abord, la Turquie et l'Égypte, les proximités ne sont pas les mêmes sur le plan historique, sur le plan idéologique, puis sur le plan de la durée. Les Russes, si vous allez à la région d'Hurghada, Gardaqa en arabe, vous allez trouver que c'est peuplé de Russes. Il y a 4 millions de touristes qui arrivent en Turquie chaque année. Il y a 2,8 millions qui arrivent en Égypte. Il y a 40 000 qui arrivent au Maroc. C'est une explication. C'est-à-dire qu'on est quand même loin et ça veut dire qu'il y a du travail encore à faire. Maintenant, j'aimerais revenir sur le concept d'intelligence économique marocain et russe. C'est le même. C'est le concept d'une intelligence économique du top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas. Seuls les chefs d'État et les ministres peuvent décider. Les politiques privées où l'arrivée d'entreprises ne se fait pas toute seule. Il y a le barrage de la langue, vous l'avez précisé, mais aussi le barrage de la culture, et puis il y a le bagage de l'offensive. Sa Majesté le Roi a fait une visite en 2016, il a pris une décision, il a voulu diversifier, et cette vision multipolaire de la Russie l'intéresse, cette approche souverainiste qui est la même que le Maroc l'intéresse, mais le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, quant à la Russie, il ne faut pas aller chercher les petits marchés, il faut vraiment être sur des pôles stratégiques. On est sur l'énergie. Ça, c'est très important. C'est très important, sauf que Abdelrani Youmni, professeur universitaire, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous nous dites, suite aux sanctions qui ont été infligées à la Russie par l'Union européenne, notamment suite au problème de l'Ukraine, nous avons profité. Où est-ce que vous voyez que nous avons profité concrètement sur les... Il y a des chiffres, en volume ou en valeur, ça baisse. Oui, bien sûr. Alors maintenant, moi, je n'ai pas les chiffres exacts des échanges en 2014 et en 2013 et en 2012, parce que c'est simple, 1,3 milliard d'échanges, le Maroc 300 millions et la Russie 1 milliard. Manque de bol depuis 2013, la crise en Ukraine, c'était quand? C'était en 2013. 2014. Alors, on n'a fait que baisser, on était à 2,24, 1,75, 1,73 et maintenant à 0,66. C'est en milliards de dirhams, tout ça, bien sûr. Donc, concrètement, on n'a fait que baisser depuis que l'opportunité s'est créée. C'est ça que j'observe. C'est des faits. Alors, premièrement, opportunité de courte durée, parce que c'était lié aux sanctions. Et la Russie a pris une décision historique, et l'avait faite à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, de convertir son industrie d'industrie civile en industrie d'armement. Et en 2014, ils ont pris la même décision de convertir leur industrie de consommation de choses de première nécessité en industrie manufacturière. C'est-à-dire, ils se sont dit, on a de l'inflation, on importe, mais il faut qu'on essaie d'importer moins. Et pour importer moins, il faut faire des produits qui ont de la haute valeur ajoutée. Et du coup, nous on n'a pas ces produits aussi pour leur exporter. Rachid Achachi, chroniqueur Lux Radio. Réaction par rapport justement à ces opportunités qui se créent, mais qui ne sont pas corrélées justement d'une augmentation de notamment les exportations marocaines, qui sont à 66 millions de dollars aujourd'hui, 660 millions de dirhams. Je le disais, c'est véritablement la taille d'une entreprise moyenne opérant même dans un pays comme le Maroc. Tout à fait, plusieurs facteurs. Déjà au niveau marocain, c'est qu'une bonne partie des hommes d'affaires marocains est quand même dans la facilité, dans la recherche de rente, et donc la prise de risque d'aller dans un marché qu'on ne connaît pas, avec des contraintes qui lui sont propres, sans accompagnement, parce que pour une PME marocaine, d'aller s'installer en Russie et faire des affaires, c'est extrêmement compliqué. C'est quand même un monde de requins où il faut avoir des appuis, des repères, des soutiens. Donc il y a déjà la barrière de la langue, mais également de la structuration sociale de la Russie qui est radicalement différente de celle du Maroc. Donc on peut penser les choses en lieu, mais après il faut au niveau opérationnel également donner les moyens aux entreprises d'y aller sereinement, accompagner, etc. Après, il y a également une hypothèse, mais qui n'est pas vérifiable, c'est qu'il se pourrait que le Maroc se soit aligné de facto, malgré lui, sur les sanctions européennes contre la Russie. C'est-à-dire qu'on a une marge de manœuvre très faible au Maroc dans notre rapprochement avec la Russie, qu'il y a quand même l'Union européenne qui est à côté, la France, les États-Unis, et que ces différents pays ayant imposé des sanctions à la Russie, si jamais nous on continue à vendre ou on vend plus à la Russie, serait défié un peu l'embargo imposé par l'Union européenne et par les États-Unis. Et vous pensez que ce serait préjudiciable au Maroc de penser de la sorte ? Non, mais c'est pas qu'il pense, c'est que le Maroc n'a pas vraiment le choix. Je veux dire, il y a des dictats, il y a des influences, il y a du lobbying européen au Maroc qui font il se pourrait que le Maroc ait un peu mis la main sur le frein, sur le frein à main. Donc parce que d'ailleurs, lors de la visite royale à Moscou, Poutine avait posé la question et il sous-entendait cela. C'est-à-dire comment expliquer que malgré toutes les possibilités et les opportunités, vous n'exportez pas plus qu'avant. Donc l'idée était, ne seriez-vous pas en train de vous aligner indirectement sur les sanctions
sanctions européennes. Donc cette question n'est pas vérifiable, mais c'est une hypothèse. Après également la Turquie, je veux dire après le froid diplomatique, après que la Turquie ait abattu le chasseur bombardier, oui, il y a eu un rapprochement par la suite. Il y a eu la tentative de coup d'État ratée organisée par la CIA à travers le réseau Gülen en Turquie, qui a fait que la Turquie a procédé à un redéploiement géopolitique. Pour le moment, il n'y a rien qui le prouve, Rachid. Oui, mais en tout cas, il avance ça d'une manière très certaine, mais bon, il n'y a pas de preuve pour le moment. On finira par savoir dans 40 ans, comme d'habitude. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la Turquie, qui a un avantage absolu par rapport au Maroc concernant le marché russe, premièrement, là, ça a été évoqué par mes collègues, la proximité géographique, la proximité historique, mais également une compétitivité extrêmement importante. Pour une simple raison, c'est que l'économie turque est soutenue par l'État turc. Il y a vraiment une stratégie de dumping qui fait qu'il peut vendre beaucoup moins cher que les Marocains et les mêmes marchandises, je veux dire les oranges, les fruits. Donc on est dans une proximité de produits en termes de portefeuille de produits qui fait qu'il est très compliqué de concurrencer la Turquie sur son marché. D'où le fait que je ne mets pas le point et l'accent essentiellement sur la question économique parce qu'elle est extrêmement compliquée. Il faut du temps, il faut une harmonisation, il faut des alignements, il faut des tâtonnements, il faut des erreurs pour finalement trouver un modèle viable pour les deux pays. Mais en attendant, rien ne nous empêche de mettre en place des politiques d'accompagnement, du soft power des deux côtés pour évacuer la question linguistique. Vous savez, les Marocains qui vont étudier en Russie, en une année, ils parlent couramment le russe. C'est pas très compliqué. Pareil, il y a des Russes arabophones, des professeurs et des diplomates qui parlent l'arabe classique couramment. Donc, il faut encourager également cela, créer des séminaires de langue russe dans les universités marocaines, mais également d'arabe dialectal ou de français en Russie. Donc, tout cela se travaille, ça ne se décrète pas et ça ne tombe pas du ciel. Il faut que la volonté politique soit également opérationnelle. Mais ça fait quand même 15 ans depuis le début de la première visite royale 2002, on est en 2017, ça fait 15 ans quand même. Comprenez quand même que certains observateurs sont un petit peu amers au vu des résultats que nous obtenons. Tout à fait, mais il faut comprendre une chose, c'est qu'à partir du début des années 90, la Russie était au bord de l'effondrement. Il y avait un retrait stratégique majeur sur tous les théâtres d'opération, en Amérique latine, en Europe, un peu partout. Il y a des bases russes qui ont été fermées à Cuba, ailleurs. Donc il y a eu un repli géopolitique qui faisait que la Russie n'avait pas les moyens, ni économiques, ni diplomatiques. Elle était intégralement alignée sur le libéralisme occidental. Elle était dirigée par un traître qu'était Boris Yeltsin. Donc le pays était... Non, mais je sais ce que je dis. Donc le pays était au bord de l'effondrement. Il a fallu la venue de Poutine pour restaurer une verticalité du pouvoir, de l'ordre et de l'espoir surtout. Donc aujourd'hui, la Russie est en train de revenir petit à petit, mais selon une autre modalité. On n'est plus dans un schéma impérialiste comme c'était le cas avant, mais on est dans un schéma réellement de sanctuarisation des pays qui ne veulent plus s'aligner intégralement sur la position occidentale. Ahmed Nordin, membre du Conseil marocain des affaires étrangères. Par rapport à ce repli et à ces 66 millions de dollars d'exportation, c'est finalement, hein, c'est pas pour forcer le trait, mais c'est le bilan de 15 ans d'échanges avec ce pays depuis la première visite royale. 66 millions de dollars, 660 millions de dirhams. Effectivement, pour expliquer ce chiffre et ce repli, si j'ose dire, il y a plusieurs manières de l'expliquer. Il y a, moi, peut-être pour l'explication qui a été donnée par Abdelghani, moi je vais à son contraire absolument, pour expliquer ce repli-là. L'impact de l'embargo infligé à la Russie par les Européens, il impacte les exportations du Maroc par une autre manière. Parce que moi, j'ai vécu une petite expérience en Russie, à Saint-Pétersbourg. D'abord parce que l'exportation des agrumes marocaines, elle passe par Amsterdam ou par le port français, je ne sais pas, le Havre. Donc, il passe par ces deux ports. Donc, déjà, l'impact de cette réalité-là, qu'il n'y a pas de ligne, assez de lignes, si je ne me trompe pas, il y a une seule ligne qui relie le port de Saint-Pétersbourg, qui relie la Russie via le port de Saint-Pétersbourg avec le Maroc, et une fois, je pense, par mois. C'est mensuel, cette liaison. Donc, il y a déjà cet handicap qui n'est pas uniquement un handicap entre les relations commerciales du Maroc avec la Russie, mais avec du Maroc avec plusieurs pays. Donc, de deux, il y a ce stéréotype sur le fait que la Russie, il y a une oligarchie. On est influencé par les médias européens. Et bien sûr, vous savez que les hommes d'affaires, comme on le dit, sont frileux. Le capital, il n'est pas courageux. Et il fuit là où il y a trop
de risques où il y a beaucoup de risques. 2. 3, il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait juste dans la dernière, dans cette visite actuelle de M. Medvedev, qu'a été signé, et vous me corrigez, qu'a été signé l'accord de protection des investissements de part et d'autre. Donc les hommes d'affaires, ils ont besoin de ce cadre juridique pour pouvoir aller risquer leur argent, parce que l'argent, c'est pas une chose avec laquelle on joue facilement. Que pour un observateur lambda, finalement, ce sont là les b.a.-ba d'un partenariat stratégique. Oui. Et pourtant, on parle depuis 2002 de partenariat stratégique. Est-ce que ce mot a du sens quand on voit que le cadre on va dire juridique n'y était pas jusqu'à en tout cas récemment, que les échanges n'ont pas tellement explosé entre guillemets, qu'on est sur des échanges relativement assez faibles. Est-ce que le mot partenariat stratégique a du sens ou pas pour vous quand on parle des relations Maroc-Russie? Partenariat stratégique, il a du sens si on prend dans sa globalité, comme il a été avancé tout à l'heure par Rachid. C'est pas uniquement ce côté commercial, échange commercial. Si on prend la donne politique, la donne géostratégique, la donne la défense, la donne énergétique, etc. Et on va peut-être tout à l'heure, détailler sur ces axes. C'est dans cette globalité, on peut parler de partenariat stratégique entre le Maroc et la Russie. Et aussi il y a le facteur temps. Ce sont des relations qui datent de 1777, donc on est dans la continuité et qui n'ont pas été affaiblies pendant l'ère soviétique. Il y avait des visites de Brejnev et de Hassan II en 61-66. Il y avait quand même une présence énergétique au moins depuis l'ère soviétique. Ajrada, c'était la plus grande station thermique au Maroc, et dans la construction des barrages, la production d'électricité hydraulique, etc. Donc on est dans la continuité. Mais concernant ce côté-là, il pourrait être expliqué, entre autres, mis à part l'accord sur la protection des investissements, il pourrait également être expliqué par le tiraillement de notre économie qui vient de s'ouvrir sur un grand marché qui est l'Afrique. Aujourd'hui, la CGM et les exportateurs marocains sont focalisés sur l'Afrique, et qui a été, on a vu nos exportations en Afrique se multiplier au moins par 4 ou 5 fois pendant ces 10 dernières années. Donc avec un petit marché émergent qui est le Maroc, et avec une petite expérience à l'international, on veut du jour au lendemain ouvrir plusieurs fronts. Le front africain avec les 53 pays ou 54, avec la Russie, avec la Chine, avec le Brésil, avec l'Inde. Le Maroc veut diversifier ses partenaires économiques et aussi sur le plan stratégique. Mais est-ce qu'on a les moyens d'ouvrir tous les fronts en même temps? Aujourd'hui, je reviens sur le fait de l'accompagnement. Il y a un manque d'accompagnement, et je dirais même manque de gouvernance. Peut-être de 2002 jusqu'à 2017, il y a 15 ans, s'il y avait une bonne gouvernance de ce partenariat stratégique, on aurait pu déjà signer cet accord de protection des investissements il y a longtemps. C'est pas après 15 ans. C'est le b.a.-ba. Ouais. Donc peut-être on pourrait ici soulever le fait de mauvaise gouvernance. D'ailleurs, c'est ce que le dernier discours de Sa Majesté au Parlement, de créer le ministère des Affaires africaines, c'est justement pour veiller sur l'application des accords économiques avec les pays africains, pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur. Par la suite, après 10 ans, on dit on n'a pas appliqué ces accords. Donc il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour peut-être approcher cette question. Rachid Hachachi, chroniqueur Lux Radio, justement sur ce partenariat stratégique. Pour vous, comment vous l'appréhendez dans le contexte et dans les résultats que nous sommes, enfin qu'on a en face de nous, qu'on est en train de regarder, mais est-ce que ce mot a du sens? Partenariat stratégique, Ahmed Nourdine nous dit, comme vous d'ailleurs, il ne faut pas prendre les choses uniquement d'un point de vue économique et commercial, mais aussi dans la globalité, c'est-à-dire voir aussi les accords au niveau politique et les partenariats politiques également. Est-ce que on ne s'est pas un peu trop pressé à appeler ça partenariat stratégique malgré tout? Est-ce que pour vous ça a du sens? Oui, mais il est stratégique dans l'intentionnalité, dans la vision, dans la projection dans le futur. Quand on est dans stratégique, on est naturellement dans le long terme. On ne peut pas juger en 2 années, en 5 ans de la pertinence. Mais même en 20 ans, c'est compliqué. Surtout que, quand même, pourquoi je dis en 2 ans? Parce que le Maroc d'aujourd'hui et la Russie d'aujourd'hui ne sont pas le Maroc d'il y a 10 ans et la Russie d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, le Maroc est un Maroc africain
qui se présente avec une profondeur territoriale, mais avec il a une toujours été profondeur. africain, Rachid. Non, il n'était pas sur un plan paradigmatique. Il était plutôt du côté du Maghreb et de l'Occident. Aujourd'hui, il y a réellement on renoue avec une profondeur territoriale qui était la nôtre pendant très longtemps avant la venue des colons. Et puis la Russie également n'est plus la Russie de 2002. Aujourd'hui, la Russie, elle porte un projet eurasiatique. Elle porte un projet qui n'est pas uniquement économique, mais qui est également civilisationnel. Elle propose un retour à une forme d'enracinement, une forme de souverainisme. Donc en fait, on a deux pôles. Alors un pôle stabilisateur au niveau du bloc eurasiatique et puis un pôle qui se propose comme étant un leadership horizontal et pas vertical sur le continent africain. Donc on ne peut pas penser le rapport entre ces deux pays avec un prisme d'il y a 10 ans. Donc d'où le fait qu'il y a Non mais Rachid Achachi, chroniqueur Lux Radio, il y a 10 ans, on parlait déjà d'accords stratégiques. Oui. Alors que la Russie n'était pas là. Les paradigmes, comme vous dites, ne sont pas ceux qu'on a aujourd'hui en face de nous. La Russie a changé, le Maroc a changé, et pourtant on appelait déjà ça stratégique. Et parce qu'en 2002, à partir de 2002, le Maroc voulait le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire il voulait et l'Occident et la Russie, ce qui est très compliqué de jouer sur les deux tableaux. L'histoire a fait que le Maroc a été obligé de trancher, et puis il en va de même pour la Russie, où Poutine cherchait à être aimé par les Occidentaux, et au final, la Russie a compris qu'on ne peut pas aller au-delà. On a atteint une limite de non-retour. Donc l'histoire oblige le Maroc et la Russie de se rapprocher, ce qu'elle ne faisait pas avant, parce qu'il y a toute une dialectique de l'histoire qui fait qu'il y a des moments, des kairos, c'est-à-dire des moments qu'on ne doit pas rater, des moments de convergence. Et c'est à nous de capitaliser à partir de maintenant. Donc tournons la page de 2002, 2003, 2004 et commençons à partir de 2015. Alexei Dontsov, attaché au consulat général de Russie à Casablanca, en quoi pour vous le Maroc est un pays important et stratégique ? Moi, je voudrais complètement soutenir la position de vue de M. Rachichi en ce qui concerne que pour le moment, on parle des relations stratégiques pour l'avenir. Donc, beaucoup des... Alors aujourd'hui, ça ne l'est pas, mais pour l'avenir, pour l'avenir, donc, ça le sera. Les bases de notre coopération, elles sont en train d'être jetées, mais beaucoup de choses qui ont été dites et déclarées pendant la visite de M. Dmitry Medvedev, pendant le forum économique, vraiment rendre notre relation stratégique. Ouais. Par exemple, en ce qui concerne la théorie des pôles, donc, ce que le Maroc sert comme un pôle pour les pays africains, et là aussi comme un pôle pour les pays d'Eurasie, ouais. Ça c'est vraiment important. Donc la présidente de CGM, elle a déclaré pendant le forum économique que Maroc peut servir en tant que porte d'entrée pour la Russie envers les pays africains. Et la Russie peut l'être pour les Marocains vers les pays d'Eurasie. Ouais. Les pays qui font partie de... Concrètement, vous attendez quoi du Maroc par rapport à ces pays de l'Afrique subsaharienne ? Comment est-ce qu'il peut vous aider à intégrer ces marchés, à implémenter vos sociétés, votre économie dans les pays d'Afrique subsaharienne ? Vous savez, je vais être sincère avec vous. Moi, je ne suis pas économiste, donc je n'ai pas des chiffres et je n'ai pas les... En termes de stratégie, clairement aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut aider la Russie à ce niveau-là ? Donc, les relations entre le Maroc et les pays africains, à ma connaissance, elles sont plus stables, plus concrètes. Peut-être il y a des problèmes de logistique. Je pense que la logistique entre le Maroc et les pays africains, c'est beaucoup plus stabilisé. Hicham Hamadi, chef d'entreprise. Au-delà de la rhétorique politique, concrètement, comment un pays comme le Maroc peut être une porte d'entrée pour les investissements russes en Afrique subsaharienne ? D'abord, on est un pays stable. Donc, à la place d'aller dans un autre pays où le premier qui se lève, il va régner, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Donc, on est un vrai pays stable, ils peuvent s'implanter. On a la sécurité de rapatriement de son argent. On a un environnement où la propriété est protégée. Je ne parle pas du Maroc, je parle des pays de l'Afrique subsaharienne. Comment est-ce que nous, au Maroc, on peut garantir à la Russie d'intégrer dans les meilleures conditions un marché qui se passe à côté de chez nous, en Afrique subsaharienne ? Ça passe par ces arguments que je viens de citer. Vous savez, une entreprise en Russie, pour qu'elle puisse s'exporter, je ne veux pas citer un pays de l'Afrique subsaharienne, ne peut pas le faire directement. Il y a beaucoup de freins, ne serait-ce que le fret aérien. Donc, passant par le Maroc, s'implantant au Maroc parce qu'il lui offre une plateforme de stabilité, donc de sécurité, de propriété, il peut le faire à travers le Maroc avec des Marocains. Parce qu'on a tissé les liens, parce qu'on a une fréquence... Et ça, par exemple, c'est un argumentaire solide. C'est un argumentaire d'attractivité, vous savez, et il n'y a personne d'autre qui peut l'offrir. Nos amis en Algérie, c'est un
pays instable. On ne sait pas demain comment c'est fait. On ne sait pas qui sera au gouvernement. On ne sait pas est-ce que le problème social, on va le voir ou pas. Donc, en gros, on a des éléments positifs, notamment par rapport à la construction qu'on a fait depuis moins de 8 ans, parce que vous parlez de 15 ans. Moi, je pense que c'est plutôt 8 ans, 6, 5, en tout cas moins de 10 ans. Et ça a commencé à être intéressant le jour où le Maroc a commencé, entre parenthèses, l'offensive dans le sens positif, pas négatif, au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et c'est comme ça qu'on a intéressé la Russie. Et je vais revenir à cette théorie des masses qui s'attirent. C'est qu'en ayant un ensemble de pays autour de nous avec qui nous commerçons, avec qui on a des chemins logistiques, avec qui on a des convention, avec qui on est en train de travailler sur la normalisation des barrières douanières, avec qui nous avons des flux commerciaux qui augmentent, c'est que comme ça qu'on a attiré la Russie. Effectivement, il y a une opportunité, certes, mais de la faiblesse de l'autre, mais c'est comme ça qu'on est devenu intéressant. Le Maroc en soi, le fait qu'elles aient un client de plus ou un client qui remplace l'Algérie n'a aucun sens, ni pour nous, ni pour eux. Vendre des armes, ils vont continuer à le faire. Entre parenthèses, effectivement, je pense qu'il y a la question du frein à main, parce qu'on n'allait pas renforcer les liens avec quelqu'un qui vendait des chars à notre ami à côté. Donc, effectivement, et l'État pouvait renforcer l'exportation ou le travail avec les Russes en mettant une prime à l'export. C'est très basique. On se dit, à toute entreprise marocaine qui va s'implanter en Russie, vous avez une déduction fiscale et vous allez voir. Les entrepreneurs, ils ne suivent que cela. Donc, je pense qu'il y a une gestion et une modération de la gestion de cette relation, de ce partenariat stratégique. Quand on dit stratégique, c'est qu'effectivement, il est sur le long terme et qu'il est à terme va être équivalent à nos partenariats qu'on a, voire les remplacer. Enfin, j'espère qu'on ne les remplacera pas. J'espère que ça nous permettra de diversifier. Parce que moi, entrepreneur, je ne veux pas dépendre d'un client. Si j'ai 100 clients, donc en gros, si j'en perds un, j'ai perdu 1%. Si j'en ai que deux, si j'en perds un, j'en ai perdu 50%. Et aujourd'hui, on a une grande dépendance de l'Union européenne et des États-Unis, notamment en termes d'importation de blé. Enfin, allons aux choses plus simples. Le blé, on l'importe de chez eux. Et on a une vraie dépendance. Donc, ajouter un troisième partenaire, ça fait qu'on répartit le risque et on a trois fournisseurs. Donc ça fait que si on en perd un, on n'a perdu que 30%. On reviendra sur ça, mais Abdelrahmani Youmni, professeur universitaire sur l'Afrique. Clairement, aujourd'hui, quand on se propose d'aider la Russie à intégrer le marché de l'Afrique subsaharienne, est-ce qu'on en a les moyens? Et si oui, comment est-ce qu'on peut l'expliquer d'une manière simple et surtout tangible, au-delà de discours politiques où tout le monde a de bonnes intentions? Alors, d'une manière simple, la Russie et le Maroc sont en train tous les deux de changer de logiciel. De changer de logiciel sur le modèle économique, mais aussi sur le modèle diplomatique. C'est-à-dire que la Russie, pendant longtemps, est restée un petit peu renfermée à regarder. La Russie, aujourd'hui, revient par le sud et par l'est. Et le Maroc, aujourd'hui, regarde vers le sud. Et c'est là, il y a des points d'ancrage. La Russie est très intéressée par la Méditerranée, par l'Atlantique. Et le Maroc est le seul pays au monde qui a ces deux fenêtres, Méditerranée, Atlantique, du monde arabe et de l'Afrique. Bon, le Maroc est un hub pour l'Afrique, mais aussi un des pays qui peut jouer la triangulation. C'est à la mode aujourd'hui. C'est quoi la triangulation? C'est que n'importe quel partenaire aujourd'hui qui veut partir en Afrique peut utiliser le Maroc comme hub. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui connaît la culture, qui connaît un petit peu les traditions, qui a la mécanique et n'est pas le seul. L'Égypte aussi. Sauf que l'Égypte a pendant longtemps investi sur le champ culturel. Aujourd'hui, le Maroc investit sur le champ économique. Il commence à comprendre les mécanismes. Il commence à investir. Vous avez vu Maroc Télécom, ce qu'il est en train de faire. Triangulation franco-marocaine en Afrique. Donc cette triangulation, la Russie va l'utiliser. C'est pas dans les agrumes. Il faut qu'on soit clair, ça ne sera pas dans les agrumes, ça ne sera pas dans les tomates, ça sera dans autre chose. Moi, je vois le domaine énergétique, je vois les produits manufacturés, parce que la Russie aujourd'hui est en pleine révolution. C'est un pays émergent, ce n'est pas un pays développé, la Russie. C'est un pays émergent. Pourquoi? On peut débattre de c'est un pays. J'espère. Non. Il y a des choses à dire par rapport à ça. Non, mais c'est un pas pays ça. qui a envoyé premier dans l'espace dans les années. C'est pas le pays développé au sens de l'OCDE où on produit. Il n'est pas dans la transition numérique. Il est dans une transition manufacturière. Elle est beaucoup plus intéressante. Et l'Afrique a besoin de cette transition manufacturière que les Européens aujourd'hui ne savent plus produire. Les Français aujourd'hui ne produisent plus la pièce détachée. Les Russes vont le faire, ils savent le faire, ils sont en train de le faire à des volumes beaucoup plus grands. Je pense qu'il y a un coup à faire avec les Russes. Et ce que j'ai dit tout à l'heure à M. Dantsev, je lui dis une chose, que la Russie, à chaque fois qu'elle est allée dans un pays, elle a fait des transferts de technologie énormes. Ça a été fait en Égypte, ça a été fait en Turquie, ça a été fait en Iran, à tel point de faire peur aux États-Unis.
Le transfert de technologie. Je pense que l'énergie, c'est clair, hein, il y aura le partenariat stratégique, il sera en énergie, il sera vraiment très très fort, et il sera surdimensionné sur le plan des milliards, hein, ça ne sera pas des millions. Après, il y a aussi une révolution, et il faut investir en Afrique pour apporter du développement à toutes les couches sociales, et pas faire rapidement une transition numérique comme certains veulent le faire. Rachid Achachi, chroniqueur Lux Radio, sur cette porte d'entrée que l'on propose aux Russes, concrètement, ça va se passer comment ? En Afrique, où ça devrait se passer comment ? Parce que, très honnêtement, hein, j'ai posé la question à des gens autour de moi pour préparer l'émission, mais autant, souvent, la réponse par rapport à la pénétration du marché eurasiatique paraît une évidence, tant la Russie a une hégémonie sur la région, autant le Maroc, quand on parle le Maroc qui pourrait être une porte d'entrée, une plateforme pour les pays qui veulent investir en Afrique, c'est un discours que l'on entend, mais qui parfois peut échapper au commun des auditeurs. Alors concrètement, comment on fait et qu'est-ce qu'on propose ? Concrètement, déjà, les avantages que peut proposer le Maroc et dont dispose le Maroc ont déjà été dits, parce qu'effectivement, il y a déjà une implantation économique du Maroc, à travers les télécommunications, mais également à travers les banques. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça permet une fluidité du capital qui peut se redéployer ailleurs très rapidement. Mais il faut également garder en tête que dans cette région de l'Afrique dont on parle, qu'est l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest et la région sahélo-saharienne, c'est un peu le chasse-gardée de la France, et ça l'est toujours. Il n'y a aucun président dans les 5 pays du Sahel qui peut prendre de manière autonome une vraie décision stratégique. Il faut toujours l'accord de Paris, il y a une dépendance monétaire avec le franc CFA, donc on ne peut pas ignorer cette donne-là. Donc même le Maroc ne l'ignore pas. Il s'inscrit dans une politique d'investissement mutuel avec la France en quelque sorte. Et c'est dans cette logique dont a été question tout à l'heure de triangulation que la Russie peut s'inscrire dans une plateforme d'investissement qui a déjà été tissée par le Maroc et puis bien avant par la France depuis au moins une décennie côté marocain. Donc il y a déjà une plateforme qui est là. En plus, la garantie du rapatriement des bénéfices et des capitaux en passant par les banques marocaines déjà implantées dans l'Afrique subsaharienne et en passant par le Maroc permet une attractivité extrêmement importante. Et là où mon collègue tout à l'heure parlait de stabilité politique, effectivement, on ne peut pas penser une protection des capitaux s'il n'y a pas un pouvoir politique stable. Et vous pensez que ça parle aux Russes ? Oui, ça parle aux Russes, très timidement pour l'instant, parce qu'il n'y a pas une réelle volonté russe de se redéployer dans le Sahel. Je veux dire, l'Afrique, c'est une histoire très compliquée avec la Russie durant la guerre froide, où il y avait une rivalité où il y avait une politique de soft power d'ailleurs soviétique, où il y avait beaucoup d'étudiants africains subsahariens qui allaient étudier à Moscou et qui revenaient influencés et aimant un peu la Russie, étant imprégnés par leur vécu là-bas, parce qu'ils étaient très bien traités. Il y avait une université qui leur était dédiée, Patrice Lumumba. Donc il y avait du soft power. Ça leur parle timidement aux investisseurs russes. Ça veut dire qu'il faut leur proposer plus, il faut leur proposer davantage pour les intéresser. On ne va pas mâcher tout le travail pour la Russie. Je veux dire, à un certain moment, même la Russie doit faire le travail de son côté. Je veux dire, il faut que la Russie fasse un travail de prospection, un travail de recherche, qu'elle aille sur le terrain voir les différentes possibilités, notamment au niveau agricole. Il y a beaucoup de pays comme le Niger et le Mali qui ont un vrai problème de pénurie alimentaire et de vulnérabilité. Et là, la Russie et le Maroc, du fait de compétences relativement proches en termes de valorisation de la terre et de faire tomber la pluie, littéralement. Donc il y a beaucoup de travail qu'on peut faire en commun. Il y a une complémentarité technologique et de savoir-faire entre le Maroc et la Russie destinée pour un même marché. Le travail doit être fait des deux côtés, pas uniquement du Maroc. Nous, on propose une plateforme, mais après, c'est au risque de s'y intéresser. Ouais. Rachid Achachi, chroniqueur Lux Radio, la balance commerciale est nettement déficitaire pour nous autres Marocains. Nous sommes à 66 millions de dollars d'exportation, quand la partie russe est à plus d'1 milliard de dollars. Et malgré cela, on nous parle aujourd'hui d'accord de libre-échange. Est-ce que vous êtes favorable à cet accord ? Non, parce que là encore, on est dans l'idéologie libérale qui fait que la rhétorique proposée est qu'à travers les accords de libre-échange, le marché va dans une forme autorégulée, harmoniser les liens entre les deux structures, les deux pays, enfin, ce qui est du fatras libéral. Dans la réalité, il n'y a pas de formule magique. C'est-à-dire, si le Maroc veut s'inscrire dans un accord de libre-échange et avoir une balance commerciale excédentaire, il n'y a que le transfert de technologie qui puisse le permettre. Ce n'est pas en vendant des oranges qu'on va avoir une balance commerciale équilibrée. Il faudrait s'inscrire dans des secteurs beaucoup plus pointus. Quand vous voyez le milieu des affaires, en tout cas lors de la visite de Dimitri Medvedev, l'accord de libre-échange semblait être une idée intéressante. Oui, j'espère que ça ne va pas avoir lieu. Ouais. C'est intéressant peut-être dans le long terme, mais dans l'immédiat, non. Je veux dire, parce que concrètement, honnêtement... On nous dit moins d'un an. Non, mais honnêtement, que produit le Maroc souverainement ? Je ne parle pas de sous-traitance pour les multinationales étrangères, mais qu'est-ce qu'on produit souverainement à part des jus d'orange et des boîtes de cancer ?
Concrètement, on n'a rien à proposer en termes de valeur ajoutée. C'est très, très problématique parce que ce qu'on va importer de la Russie, ça va être éventuellement du pétrole, du gaz naturel liquéfié, ça va être des produits manufacturés, de l'armement militaire, des S-400 Triumph et autres, etc. Qu'est-ce qu'on propose en échange? Il n'y a pas de formule magique et ce n'est pas uniquement dans le cadre de l'accord de libre-échange avec la Russie que la question se pose, mais dans tous nos accords de libre-échange avec les autres pays qu'il faudra revoir. Hicham Hamadi, chef d'entreprise, sur cette question d'accord de libre-échange, vous y êtes favorable? Oui. Parce que, entre parenthèses, l'ensemble des accords de libre-échange qu'on a ne sont pas excédentaires que je sache. Deuxième chose, je pense peut-être avec la Jordanie, mais bon. Peut-être celui-là. Je pense qu'il y a deux manières de faire. Soit on va se dire, on attend la mise à niveau de notre économie pour qu'elle soit suffisamment intéressante et suffisamment compétitive pour qu'elle puisse exporter. Et c'est là où on va se dire, tiens, on fait des accords. Soit on se dit, soit on prend le train, parce que le risque, c'est qu'on rate le train. Et donc, l'idée, c'est qu'on le fasse. Quitte à aggraver la balance des paiements, la balance commerciale également, et quitte à plomber la situation économique de notre pays. Nous avons déjà à peu près une cinquantaine d'accords, 64 accords de libre-échange. Donc, du coup, c'est bon, on peut rajouter celui-là, même si on est déficitaire partout. Après, il y en a qui ça ne peut pas être pire, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut faire les choses en parallèle. C'est qu'on ne peut pas. Le train passe. Vous savez, il y a une opportunité qui s'ouvre, il y a une instabilité de notre voisin, il y a la Russie qui nous tend la main, et c'est pas maintenant qu'on va leur dire non, vous savez, nous on doit réfléchir en interne, on doit mettre à niveau notre économie, et il nous faut 25 ans pour le faire. Vous savez, ça ne se passera pas aujourd'hui. Par contre, donc, non, mais excusez-moi, c'est-à-dire que s'il faut perdre encore davantage d'argent, vous êtes prêt, vous, en tant que citoyen marocain et chef d'entreprise, à nous dire finalement qu'on perd davantage d'argent, c'est pas grave. En fait, s'il faut qu'on soit assez intelligent pour comprendre qu'on peut ne pas en perdre de l'argent, on peut aller... C'est un marché de 160 millions d'habitants. Oui. C'est un marché énorme. Charge à nos entrepreneurs d'être intelligents et d'aller vendre là-bas. Donc, il faut simplement qu'on prenne cette conscience et qu'on se dise, on peut inverser la balance et faire en sorte à ce que ça s'équilibre au moins. Oui. Là où je ne suis pas d'accord avec Rachid, c'est que dans un monde globalisé, il n'est plus question de la nationalité du produit. Quand on produit quelque chose sur le sol, on le produit sur le sol. On produit des voitures au Maroc. Donc, on ne produit pas que des agrumes. Sinon, on va aller aux États-Unis, on va appeler iPhone ou Apple. Il est fait en Chine. Ce qu'on doit voir, c'est le taux d'intégration locale. Vous le voyez pour l'automobile, moins de 30%. Pour l'aviation, 16 ou 17%. Excellent. Non, mais on est quand même un peu loin. On revient de loin. Mais on est une phrase qui possède les brevets. Oui. Voilà, c'est ça la souveraineté économique, c'est-à-dire qu'ils possèdent les brevets. Quand Apple produit des iPhones en Inde ou en Chine, c'est elle qui a le brevet. Je suis d'accord. Et c'est là où, quand je parlais de mise à niveau, la mise à niveau sur la partie R&D, sur la partie entreprise, sur la partie investissement dans le digital. Donc oui, je suis complètement d'accord. Mais on ne peut pas se dire, on fait l'un avant l'autre ou on fait l'un sans l'autre. Il faut qu'on les fasse tous les deux. Et puis après, il faut que nos entreprises prennent le relais. Et prendre le relais, c'est d'être agressif, c'est de se dire que le marché est un marché mondial, et quand il y a un tuyau qui est ouvert et un corridor qui est ouvert avec un pays, charge à nous d'aller voir ce qui se passe là-bas. Membre du Conseil marocain des affaires étrangères, vous êtes d'accord avec cette vision qu'a Hicham Hamadi, chef d'entreprise, par rapport à cette question d'accord de libre-échange? Vous y êtes d'accord? Vous êtes favorable à ce qu'on ajoute à notre panoplie d'accords de libre-échange un autre? Je suis d'accord dans le sens que vous avez développé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire. On a déjà déficitaire avec les 77, il n'y a pas de problème d'ajouter encore un pays. Mais au-delà de ça, ce n'est pas une priorité aujourd'hui de conclure un accord de libre-échange. Mais les Russes sont pressés. Ils nous ont donné un an. Un an maximum. En tout cas, leur souhait, ça serait de voir cet accord se réaliser au bout d'un an. C'est un souhait pieux. Il peut être réalisable, il peut être réaliste. Il peut être ni l'un ni l'autre, ni réaliste ni réalisable. La question, c'est de savoir si c'est profitable au Maroc. Est-ce que ce qui est profitable aujourd'hui au Maroc et ce qui attire les Russes au Maroc, c'est pas l'ALE. Tout à l'heure, vous parlez de l'Afrique. L'Afrique, il faut être un peu, nous les Marocains, il faut être un peu humble. Parce qu'on ne va pas apprendre aux Russes l'Afrique, ni on va leur ouvrir les portes de la Russie. Tout à l'heure, il a parlé de l'université de Patrice Lumumba. Aujourd'hui, ils sont au moins un demi-million d'Africains qui ont fait leurs études depuis la révolution russe jusqu'à nos jours en Russie. Il y avait toute une université à Moscou qui est gigantesque comme une ville, qui était une machine à fabriquer les ingénieurs et les médecins et toutes les spécialités. Les Russes, ils sont présents avant la fin
fin de la guerre froide, il ne faut pas oublier que la moitié de l'Afrique était des républiques, disons, du bloc de l'Est, du bloc socialiste. Donc la Russie, elle est ancrée sur tous les plans en Afrique. C'est pas à nous de leur apprendre. Ce qui intéresse aujourd'hui, par contre, la Russie au Maroc, il y a, à mon humble avis, il y a quatre axes. Le premier, selon les dires tout à l'heure sur l'énergie, il y a 3 grands projets au Maroc aujourd'hui. Il y a le gaz liquéfié, la station de Georges Lasfar, qui va être aussi une station qui va servir tout d'abord à accueillir le gaz liquéfié de la Russie. Et c'est un marché qui est aujourd'hui estimé entre 3 jusqu'à 5 milliards de mètres cubes. On est à une consommation de 900 millions et on va passer en 2022 entre 3 à 5 milliards de mètres cubes. 1. 2, les infrastructures qui s'en suivent, parce que cette station, elle va par la suite, elle va transformer le liquéfié en gaz, elle va le regasifier. Et ça, la technologie russe aussi, elle veut nous vendre ce projet. Troisièmement, l'infrastructure de distribution de ce gaz, après l'avoir gazifié, vers les zones industrielles à Casablanca et à Tanger. Et les Russes sont parmi les leaders dans les gazoducs. Ils ont déjà, malgré tout ce qu'on dit sur l'Algérie, sur l'armement, c'est eux qui ont construit la plupart des gazoducs qui vont de Ain Amenas jusqu'à l'Europe. Et ils sont leaders sur le transsibérien et sur le South Stream et le Nord Stream, c'est eux. Donc ils veulent aussi construire cette infrastructure de gazoducs. Troisièmement, sur le côté, il ne faut pas oublier qu'ils sont le 3e pourvoyeur en pétrole et en produits pétroliers au Maroc. Du coup, ils peuvent être intéressés par la vente de la Samir ou bien par la construction éventuelle d'une autre raffinerie, ce qui nous libérera d'être contraints par une seule raffinerie. 3e grand projet qui est en cours de construction, c'est le Nador, c'est le port de Nador, le 2e port de Nador qui est Médeste. Et ce port Médeste, c'est un port dédié à l'énergie uniquement. C'est-à-dire, c'est un port qui va travailler sur l'emmagasinage stratégique des produits pétroliers et gaziers, notamment avec les pays du Golfe, qui sont destinés à l'Europe. C'est une réserve stratégique qui va se chiffrer en milliards peut-être de mètres cubes, etc. Les Russes auront leur place aussi dans ce port pour réexporter vers le sud européen. D'ailleurs, sur le plan de Georges Lasfar, j'ai oublié tout à l'heure, une donne très importante, les Russes, ils envisageaient aussi c'est-à-dire ce gaz regazifié pour l'exporter vers le sud de l'Europe à travers le gazoduc maghrébin qui existe déjà. De cette manière, ils vont faire aboutir leur gaz d'une manière plus souple et moins coûteuse vers l'Espagne et le sud de l'Europe, sachant que l'Est de l'Europe et le Nord de l'Europe, ils sont déjà fournis, fournis par le gaz russe. C'est ça ce qui intéresse sur le plan énergétique. Maintenant, sur le plan de la défense. Si vous entrez dans le site de l'Institut de Stockholm de la paix, de la recherche dans la paix, ou dans l'autre site de stratégique Defense Intelligence, il parle aujourd'hui que le Maroc, il est en train de pourvoir quelques 18,6 milliards de dollars pour la modernisation de son armée, pour l'armement d'ici 2020, pour faire l'équilibre avec l'Algérie. La Russie étant le 2e fournisseur d'armement dans le monde, il ne peut pas laisser ce gâteau s'échapper d'entre les mains sans avoir une part. D'où les négociations aujourd'hui. Si vous avez fait attention aux accords qui ont été signés, il y a un accord sur le secret défense, sur la protection des informations. Il y a déjà, selon les informations qui circulent ici et là, il y a déjà des pourparlers sur des sous-marins qui ont peut-être financés par un troisième pays. Il y a déjà des accords sur les S-400 tout à l'heure qui ont été soulevés par ces Rachid. Il y a d'autres contrats d'armement. Et sur un troisième plan, bien sûr, il y a l'agriculture. Il ne faut pas oublier l'agriculture. Maintenant, sur le transfert de technologie qui pourrait nous intéresser, parce que dans une relation stratégique, il est bilatéral. On peut pas. C'est une danse à deux. C'est comme dans le bas, c'est une danse à deux. Donc maintenant, ce qui pourrait nous intéresser dans les Russes vis-à-vis de l'Afrique et vis-à-vis de nous-mêmes sur le plan stratégique, peut-être il y a déjà un accord a été signé
sur la production de certains vaccins qui sont à destination de l'Afrique. Sur ce même créneau, il y a beaucoup de choses à faire de transfert. D'autant plus les Russes, comme vous l'avez tout à l'heure soulevé, ils sont pas très frénétiques vis-à-vis de l'export de leur technologie. On l'a vu avec les pays communistes, avec l'Iran, etc. On pourrait attirer des investissements, par exemple. Et j'ai vu dans ce forum qui a été tenu le 10 il y a 5 jours, il y a des sociétés d'hélicoptères, de production d'hélicoptères, de camionneurs, Kamaz, etc. On pourrait les intéresser. D'avions de ligne, des superjets, de ferroviaires, de construction ferroviaire. On pourrait les intéresser par des constructions comme on l'a fait avec Renault, Dacia pour les voitures, pour par exemple les camionneurs ici au Maroc à destination du marché africain. Oui, mais vous ne m'avez pas répondu à ma question. Je vous ai répondu au début. Est-ce que vous êtes vous personnellement? Non, moi je suis contre. Vous êtes contre. Pour l'ALE, on n'est pas dans cette logique. logique. Youmni, professeur universitaire, pour ou contre les accords de libre-échange? Parce que les Russes, eux, ils ont déjà planifié, c'est 12 mois. Très bien. Alors il y a une règle en économie qui parle d'avantage comparatif et d'avantage absolu. Alors est-ce qu'avec les Russes, on sera sur l'avantage comparatif? Dans ce cas, c'est oui. Deuxièmement, tous les accords de libre-échange que le Maroc a signés jusqu'à aujourd'hui, il les a signés avec des pays occidentaux. Aujourd'hui, ces textes, on ne les a pas devant les yeux. On ne sait pas si les Russes vont innover. Deuxièmement, est-ce que ça ne sera pas des pantalons contre des chaussures dans cette zone de libre-échange? Si les Russes aujourd'hui nous proposent, comme vous l'avez bien dit, une zone de libre-échange où il y aura des contrats, des transferts de technologie sur l'armement, sur l'énergie. Le Maroc, par exemple, veut investir 7 milliards, il a besoin de 7 milliards de mètres cubes entre 2017 et 2025 pour un investissement de 5 milliards de dollars. C'est énorme pour faire des centrales thermiques et pour produire de l'électricité et pour ensuite transporter du gaz liquéfié sur des petites distances. Et aussi pour le faire en Afrique et pour le faire un peu partout. Et si nous avons une zone de libre-échange, avec la France, avec l'Europe, on a quoi? On a les tomates, on a les chaussures, on a le poisson, mais on n'a pas des choses de l'ingénierie. Si aujourd'hui les Russes veulent signer un accord d'échange où il y aura de l'ingénierie sur l'agriculture, où il y aura de l'ingénierie sur l'armement, il y aura de l'ingénierie sur les télécoms, il y aura de l'ingénierie sur l'énergie, on sera preneur. Mais si c'est une zone de libre-échange où c'est seulement pour échanger des produits, pour que nous, on exporte nos matières premières et récupère après des produits manufacturés 5 fois plus chers, dans ce cas, c'est non. Moi, je serais d'accord avec Rachid, mais je suis aussi, pour ne pas, notre ami Dansef, pour ne pas le vexer, oui, pour une zone de libre-échange où il y aura du gagnant-gagnant. Et je pense que les Russes sont suffisamment intelligents pour faire ça. Ils l'ont fait pendant un siècle. Ils ont toujours donné leur savoir en échange d'idéologie avant. Aujourd'hui, ce sera un échange d'argent. C'est simple. Alexei Donstov, attaché au consulat général de Russie à Casablanca, peut-être une réaction sur les accords de libre-échange? Moi, tout d'abord, je voudrais commenter ce que M. Ahmed Nourdine a dit concernant la coopération dans la sphère de l'énergie. Notre ministre de l'énergie, M. Novak, dans son interview à la magazine Le Monde, il a indiqué les axes principaux concernant la coopération énergétique. Il a exprimé la volonté et l'intention directe de la Russie de partager son savoir-faire dans les plusieurs domaines d'énergie. Par exemple, je vais vous donner des citations. La Russie peut par ailleurs apporter son savoir-faire au Maroc dans le domaine de la construction des centrales nucléaires. Sur ce volet, nous proposons d'accompagner le Royaume non seulement par notre expertise, mais aussi par le transfert des équipements nécessaires. Le Maroc pourra par ailleurs bénéficier de l'expertise, de l'expérience de la Russie dans le domaine des énergies renouvelables. Pendant ce visite, je ne me trompe pas, 3 accords sur la coopération énergétique étaient signés. Un mémorandum d'entente concernant l'usage pacifique d'énergie nucléaire, encore 2 mémorandums d'entente, je ne m'en souviens pas exactement le nom, mais en tout cas, sauf la coopération dans la sphère agricole, la coopération énergétique, ça pourra vraiment servir comme en base pour les relations stratégiques. Depuis la première visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Russie en 2002, Alexei Donstov, attaché au consulat général de Russie à Casablanca, est-ce que vous estimez que la Russie, de son côté, a fait le nécessaire pour hisser la coopération avec la partie marocaine au niveau des aspirations déclarées au niveau politique? Est-ce que vous estimez que cet effort a été fait?
moi, j'estime que cet effort était vraiment sincère et complète. Ouais. Donc, comme j'ai déjà dit, la comparaison avec d'autres pays, donc la comparaison de relations maroco-russes avec les relations entre Russie et Turquie et l'Égypte, ça ne sert à rien parce que les intervenants aujourd'hui, ils sont indiqués très clairement qu'il y a des facteurs objectifs. Donc le fait qu'il avoir fait le nécessaire pour encourager les Marocains à venir sur le marché russe. Donc, clairement, c'est le cas. C'était évidemment indiqué par notre Premier ministre. Donc, oui. À la fin de la visite, il a dit, encore une autre citation, il a dit que le Royaume peut échanger avec un marché de plus de 200 millions de consommateurs. Donc, et quand on parle, c'est pour l'Eurasie. C'est pour l'Eurasie, oui. Quand on parle de l'accord de libre-échange, n'oublions pas qu'on parle pas de la Russie. Donc, on parle des... Ça, c'est pour l'avenir. Alexei Danstov du consulat russe, ça, c'est pour l'avenir. Moi, je vous parle de tout ce qui a été fait entre 2002 et 2017. Est-ce que vous estimez, autant que Russie, avoir fait le nécessaire pour que vos partenaires marocains viennent investir, viennent explorer le marché russe et qu'ils viennent justement concrétiser des actions de business comme on l'aurait souhaité et comme vous le souhaitez vous aussi au niveau politique. Est-ce que cet effort a été fait au niveau russe ? Moi, je suis absolument sûr que cet effort était fait. Je soutiens la position de M. Rachichi. Oui. Il a dit que la Russie de 2002 et le Maroc de 2002, ce sont des pays différents de ce qui est maintenant. C'est pourquoi le facteur du temps, le fait que déjà une dizaine d'années passées, à mon avis, ça ne joue pas d'importance. Alexei Danstov, attaché au consulat général de Russie à Casablanca, pourtant, depuis 2002, des problèmes de base se posent aux opérateurs de notre pays lorsqu'ils veulent prospecter et commercer avec la Russie, à commencer par le problème des visas dont la durée est limitée à 3 voire 4 jours. L'exigence également d'une invitation pour accéder au territoire russe. Est-ce que cela va désormais faire partie d'un passé dont on va oublier qu'il s'est produit et on tournera la page. Demain, nos investisseurs auront 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois de visa pour aller prospecter convenablement le marché russe. Moi, je pense que ce sera bien possible d'introduire des nouveautés concernant le processus d'obtention de visa. Pour le moment, moi, je n'ai pas entendu des quelques mesures exactes. Oui. Mais en tout cas, M. Medvedev... Mais concrètement, qu'est-ce qui aujourd'hui bloquerait la possibilité de la Russie d'octroyer des visas de 3 mois, 4 mois, 5 mois pour que l'on puisse prospecter ? Parce que c'est une vraie question que se posent nos investisseurs marocains. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Vous savez, moi, j'ai pas compris pourquoi ça présente une difficulté pour les opérateurs marocains. Parce que, à mon avis... Vous pensez que 3 jours, c'est suffisant pour prospecter ? 3 jours. J'en ai fait l'expérience, j'ai reçu 7 jours. 7 jours, vous pensez que 3, 4, 7 jours, c'est suffisant ? Il n'y a pas de problème ? Je n'ai pas encore consiste le problème. Donc, le processus d'obtention, c'est vraiment simple. Donc, le processus est simple. Par contre, la durée délivrée qui n'est pas suffisante pour faire du business. Si on veut partir 7 jours sur le territoire, c'est-à-dire 7 jours sur le territoire russe ou 3 ou 4 jours, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un handicap majeur pour les investisseurs marocains qui sont sérieux, qui veulent investir chez vous, qui veulent prospecter votre marché, mais qui sont pris dans une contrainte de temps, leur visa expirant au bout de 4 jours, 5 jours ? J'aurais pu vous dire est-ce que c'est sérieux, mais je n'oserais pas. À vrai dire, ça semble de présenter une sorte de difficulté pour les opérateurs marocains, mais en tout cas, les hommes d'affaires du Maroc, s'ils désirent d'investir en Russie, il reste tout le territoire de Russie. Et les nouveautés dans le processus d'obtention de visa et l'exemption de visa, ça a concerné seulement la ville de Vladivostok. Donc, c'est pourquoi, en se basant sur ce fait seulement, je pense que on ne peut pas estimer cette nouveauté, cette exemption de visa comme bon ou comme mauvais à partir de vue des hommes d'affaires. Hicham Hamadi, chef d'entreprise, sur cette question des visas.
En fait, oui, la circulation des biens et des hommes, effectivement, pose un problème. C'est vrai que le processus est simple. Je peux en témoigner. C'est un passeport et une invitation. Le process est très basique et très simple. Par contre, la durée, effectivement, elle est très, très limitée. C'est problématique, c'est ça? C'est vraiment problématique parce que si on veut faire du commerce et donc des partenariats, on est amené à aller, revenir. Donc, à chaque fois, faire une demande pour une durée limitée n'est pas intéressante. Et donc, elle pousse à ne pas le faire. Enfin, au-delà de ça, il y a autre chose. Il y a les barrières non tarifaires. Je reviendrai sur les autres points, mais justement, Hicham Hamadi, est-ce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle Russie, avec le nouveau Maroc de 2017, avec les paradigmes qui ont changé, avec un certain nombre de choses que nous avons citées, est-ce que ça, par exemple, ça fait partie des priorités au niveau de la CGM, au niveau des patrons, des hommes d'affaires au Maroc, est-ce qu'on a soumis ça à Dimitri Medvedev? Parce que c'est quand même une question essentielle. Si vous êtes piégé par une durée de 2-3 jours sur le territoire russe, vous pouvez plus rien faire finalement. On a soumis ça directement lors de notre déplacement au niveau du salon Inoprom à Ekaterinbourg la dernière fois. Et effectivement, on l'a soumis à la commission mixte pour qu'il soit débattu parce qu'effectivement, on était une délégation et le meilleur d'entre nous a reçu entre 6-7 jours chacun. Donc, cumulé, je pense qu'on ne devrait pas dépasser un mois tous ensemble. Et donc, oui, ça pose un problème et c'est un vrai sujet. Maintenant, il y a des aspects sécuritaires chez vous, il y a d'autres aspects administratifs, j'imagine, parce que ça relève de plusieurs administrations. Et l'exigence d'une invitation pour accéder au territoire russe, est-ce que ça aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on a du mal côté marocain, je pense aux investisseurs, à comprendre? En fait, on n'a pas du mal parce que quand on part Russie, on ne va pas partir simplement à l'aveuglette, on sait où est-ce qu'on va y aller. Maintenant, c'est simplement la réponse. Il faut qu'il y ait l'invitation, mais que la durée soit simplement intéressante. Un minimum de 3 ou 6 mois, à mon sens, a du sens. Mais en tout cas, la législation russe prévoit une possibilité d'obtenir le visa de multiples entrées pour une année. Et encore une fois, dans ce cas, la procédure est simple. Mais on parle encore une fois pas de procédure, parce que quand vous parlez de procédure, on vous parle de durée. Donc la durée, c'est ce qui pose aujourd'hui problème. Concrètement, comment est-ce que vous allez résoudre ce problème pour permettre à nos hommes d'affaires d'investir chez vous, de prospecter votre marché? C'est ça la question. Sincèrement, je ne vois pas le problème parce que obtention de visa d'une année, c'est bien possible. Donc, la seule chose qu'il faut, c'est seulement une invitation de la part de la société qui invite un homme d'affaires en Russie. Donc, il y a cette possibilité et la législation russe le prévoit. Et vous pensez que les Marocains ont profité de cette possibilité d'un an de visa? Je pense que les Marocains ont profité de cette possibilité et je vois ça personnellement. Parce que moi, je travaille au consulat, je m'occupe des visas, je vois des personnes qui sont venues pour obtenir le visa de Russie et je vois qu'il y a suffisamment d'hommes d'affaires qui sont venus chez nous pour obtenir le visa de multiples entrées pour une année. Donc, ils ont du temps pour séjourner en Russie, pour faire du business. Il y a de telles possibilités. C'est ce que je voudrais souligner. Rachida Chachi, chroniqueur Lux Radio. Oui, après, le visa, c'est souvent du cas par cas. C'est une grande boîte. C'est peut-être pas les mêmes procédures que pour une petite PME qui veut y aller. Mais ce qui est certain, c'est que dans les prochaines années, on va directement vers une exemption de visa. C'est déjà le cas du côté marocain, où les Russes n'ont pas besoin de visa pour venir au Maroc. Justement, il y a une réciprocité des procédés, généralement, en diplomatie. Pourquoi est-ce que, à votre avis, on ne l'observe pas avec nos amis russes? Ça prend du temps parce qu'il y a la dimension sécuritaire qui est évoquée tout à l'heure. Mais dans le cas du partenariat stratégique, il y a des accords qui ont été établis en termes de coopération d'informations relatives à la question sécuritaire du secret défense, qui pourraient rassurer du côté russe pour une éventuelle exemption du visa pour les Marocains. Mais en même temps, ça ne sert à rien de limiter la durée du visa parce que un terroriste peut aller en tant qu'étudiant en Russie. Donc, ce n'est pas une vraie barrière. Donc, c'est plutôt des blocages administratifs parce que quand même, si la Russie a un défaut à partager avec le Maroc, c'est la lourdeur administrative qui pose énormément de problèmes au niveau des ministères, au niveau de Moscou. Donc, ça prend du temps. Et la question que je voulais aussi poser à Alexis Danstov, attaché au consulat général de Russie, est-ce que, par exemple, nos amis, nos frères égyptiens ont aussi ces mêmes contraintes que nos businessmen marocains? Parce que je rappelle simplement ce que disait votre ministre de l'Agriculture. Il disait, messieurs les exportateurs marocains, vous devez vous réveiller pour ravir la première place à l'Égypte, qui constitue notre principal fournisseur d'agrumes. Est-ce qu'ils souffrent des mêmes problèmes que nous pour accéder au marché russe, ou est-ce qu'ils ont un traitement de faveur? Moi, je ne suis pas au courant des problèmes que les hommes d'affaires d'Égypte peuvent faire face.
Mais en tout cas, comme j'ai déjà dit, les positions de la législation russe, ils sont les mêmes envers les citoyens de tous les pays. Et c'est pourquoi, à mon avis, il n'y a pas de restriction de la délai prévu pour séjourner en Russie. Abdelrani Youmi, professeur universitaire. Déjà, sur le cas égyptien et turc, je voudrais rappeler que le personnel égyptien et turc, il y a pas mal de Russes qui y travaillent ou de binationaux. Parce que c'est quand même une vieille tradition. C'est pas des relations économiques et politiques qui datent d'aujourd'hui. Ça va au-delà. Ils datent des années 40, des années 50. Alors, sur le problème de la diplomatie économique, aujourd'hui, si la Russie veut signer un accord de libre-échange intelligent et aussi gagnant-gagnant et différent et innovant de tout ce qui a été fait par le Maroc avec d'autres pays. Premièrement, il faut exempter tous les gens de visa. Pourquoi ? Quand je regarde d'abord les barrières sur le modèle Schengen, qui est très difficile, mais qui est beaucoup plus favorable aux entrepreneurs et aux touristes. Si je veux faire du tourisme demain en Russie, moi, je ne peux pas investir. Je veux d'abord comprendre comment fonctionne le pays. Et pour 3 jours, je n'ai pas le temps. Je prends l'avion, j'arrive et je dois repartir. Donc, je pense que les Russes, pour un accord de libre-échange, il faudrait prévoir cette exemption de visa pour les Marocains, mais après, on peut mettre des barrières. On peut mettre des barrières, on peut mettre des conditions, on peut mettre des freins. Le visa Schengen prévoit tout ça. Et ouvrir aux entrepreneurs, parce que pour explorer, il faut 3 ou 4 mois. Pour explorer, pour comprendre. Sur le tout sécuritaire, de toute l'histoire de Russie, de tous les attentats, jamais un Maghrébin n'a été impliqué, ou un Arabe. C'est souvent des gens qui viennent de l'Asie mineure. Donc, ce tout sécuritaire, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je ne pense pas qu'il y ait des rivalités idéologiques entre le monde arabe et la Russie. Alors, juste une réaction d'un de nos auditeurs, Abistoufis, qui nous dit Monsieur Medine, c'est pas la peine de taper sur Alexei Donstov, il est russe, il ne va pas craquer. Merci. Abdelrani, vous voulez réagir qui voulait réagir? En fait, moi je vois pas, comme l'avait annoncé notre ami Alexei, je vois pas de problème pour le visa. Pour les touristes, vous pouvez avoir un visa d'un mois, de 3 mois, de 3 jours, à partir de 3 jours. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, demain je vous Donc c'est un faux problème que brandissent en tout cas certains hommes d'affaires au Maroc, ça n'a pas de sens. Vous avez eu l'expérience qui a été vécue par Hicham Hamadi. Est-ce que vous avez demandé? Non, la question, c'est pas est-ce qu'il a eu un visa de 7 jours. Il y a un visa de 7 jours et de 3 jours. Mais est-ce qu'il a demandé un visa d'un an? En fait, on était une délégation et non, en fait, plusieurs délégations. Est-ce que vous l'avez demandé? Parce que moi, à ma connaissance, tous les gens que je connais qui ont visité la Russie, ils ont demandé des visas avec. C'est celui que vous prenez, c'est qui arrive en retard. Ouais. Bon, en tout cas, vous voulez réagir, Rachid Achachi? Je voudrais après qu'on parle de l'inflation très rapidement, Rachid. Non, c'est par rapport à la question militaire et sécuritaire qu'on n'a pas encore abordée, qu'on peut aborder très rapidement. C'est que il y a également un phénomène de convergence entre les deux pays. C'est qu'après le chaos des années 90, la Russie a entamé une modernisation de l'armée, mais dans une démarche asymétrique. C'est-à-dire, le but n'est pas de s'aligner au niveau budgétaire à Washington et en développant le même armement, mais en développant un armement défensif qui coûte beaucoup moins cher, mais qui est ultra efficace. Donc cette démarche asymétrique a poussé la Russie à développer davantage le côté balistique, notamment les missiles anti-missiles, dont le but n'est pas une projection militaire pour envahir le voisin, mais de sanctuariser le territoire. À ce que je sache, contrairement à notre voisin algérien, le Maroc n'a pas de projet d'invasion dans la région. Donc le but du Maroc étant de protéger les frontières et de sanctuariser. Et de ce point de vue, cette affinité entre l'offre et la demande par rapport à ce type d'armement fait que la Russie est un fournisseur unique au niveau de ce type d'armement. Donc on peut, du fait du lobbying français, être obligé d'acheter 2 ou 3 Rafales un de ces jours, mais sur un plan pragmatique et concret, mis à part les S-400 Triumph proposés par la Russie, il n'y a pas d'autres fournisseurs possibles. Donc il y a également ces dimensions qu'il faut prendre en compte. Mais de ce point de vue, la Russie doit également entamer une forme de lobbying, elle doit entamer des démarches de mise en connaissance de l'armement russe par rapport aux militaires marocains, d'établir des démonstrations, des opérations communes pour démontrer l'efficacité, ce qui a déjà été fait en Syrie. Je veux dire, sans les missiles S-400, jamais l'intervention russe en Syrie n'aurait été possible. Donc c'est parce que l'armement russe permet de sanctuariser aujourd'hui un territoire de manière ultra efficace, et les Américains le savent et les Israéliens le savent, d'où le fait que Netanyahou court à chaque fois à Moscou pour demander aux Russes de ne pas le vendre aux Iraniens, que le Maroc peut être extrêmement intéressé par cela. Ouais. Alors Rachid Achachi, très rapidement, une réaction d'un de nos auditeurs, Karim, qui pose la question, concrètement, derrière le partenariat économique ou autre, que cherche réellement la Russie au Maroc?
rapidement, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question ? À permettre au Maroc d'avoir les moyens de sa souveraineté. C'est tout. Le but n'est pas un but d'hégémonie. La Russie ne porte pas une idéologie en tant que telle, mais le but étant d'encourager l'émancipation de plusieurs pays du giron américain. J'avais une fois qualifié la Russie de Spartacus de la géopolitique aujourd'hui. Je le réitère, c'est effectivement le cas. Je veux dire, même la Chine n'est pas un partenaire fiable. Je veux dire, on ne peut pas compter sur la Chine pour nous défendre en cas de problème. C'est un pays qui est très ethnocentré, qui est très dans la prédation économique pure, que contrairement à la Russie, qui a une vision de long terme, mais qui porte un projet au soi. Alors, concernant l'inflation, je suppose que vous parlez de l'inflation en Russie. Alors, l'inflation, j'allais y venir, mais bon, puisque vous m'avez devancé, allez-y. Alors, en gros, ce que je voulais dire par rapport à l'inflation, c'est que, bon, on est passé de 18 à 7%. Aujourd'hui, on est à peu près à 4%. Donc, on est sur une inflation relativement assez importante. Enfin, on était sur une inflation relativement importante. Aujourd'hui, c'est quand même 4%, donc c'est pas rien. Est-ce que ça aussi, ça pose un problème à nos businessmen marocains, puisque le rouble étant très fluctuant, j'imagine que ça doit pénaliser les importateurs russes, mais aussi les exportateurs marocains. Comment on fait avec une monnaie qui n'est pas stable, Rachid Achachi? C'est pas vraiment un problème, parce qu'en Russie, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, le dollar est également utilisé comme une monnaie secondaire. Je veux dire, c'est une monnaie qui est utilisée aussi bien par les particuliers pour épargner et se préserver par rapport aux fluctuations du rouble que par les entreprises. Et une bonne partie de la masse monétaire russe, c'est du dollar, c'est pas des roubles. Alors le rouble, c'est effectivement un problème pour une simple raison, c'est qu'il y a le taux de change flottant, donc naturellement il y a des attaques spéculatives qui sont menées contre le rouble, mais également le fait que la banque centrale russe, elle est autonome et indépendante du gouvernement et qu'elle n'obéit pas forcément au Kremlin et qu'il n'y a pas un alignement parfait. Donc la Russie, alors peut-être contrairement à l'image que beaucoup s'en font, est un pays qui est en cours de reconquête de sa propre souveraineté. Parce que durant tous les années 90, il y avait des cabinets d'études étrangers et des conseillers américains qui étaient présents dans chaque ministère russe pour écrire tous les statuts. Ce qui fait que la Russie, pendant un certain moment, était une colonie juridique américaine. Donc, le processus de reconquête de la souveraineté de la Russie a été entamé à partir des années 2000, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore des sanctuaires de libéralisme qu'est la Banque centrale russe, qui fait que le président peut demander une chose et le directeur de la Banque centrale ou la directrice de la Banque centrale peut faire autre chose. Donc, la verticalité du pouvoir, elle n'est pas intégrale. D'où le fait que les médias occidentaux, effectivement, comme l'a dit Sénatine tout à l'heure, donnent une image déformée de la Russie en la faisant passer pour une dictature autoritaire, etc. Mais dans les faits, le pouvoir russe est loin d'avoir tout le pouvoir qu'on lui prête. Il y a encore beaucoup de résistance et une oligarchie qui a une double, triple appartenance. Donc c'est un terrain miné. Abdrani Youmni, professeur universitaire sur la question justement de l'inflation. Aujourd'hui, c'est problématique ou pas? C'est pas problématique. Alors, c'est pas problématique parce que les Russes, en 2014, ils ont remarqué que le rouble baisse parce que, premièrement, ils sont sous embargo. Deuxièmement, il y a le prix des matières premières, du pétrole et du gaz qui baisse. Et se sont dit, notre économie est portée en général, c'est classique en économie. Vous avez la demande intérieure, la demande extérieure. Et ils étaient déficitaires sur la demande extérieure à cause de la faiblesse du rouble et puis à cause de la baisse du prix du baril de pétrole et du gaz. Et se sont dit, nous, on a de l'inflation importée. Il faut arrêter d'importer. Tout simplement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont baissé leur importation de produits manufacturés et puis ils ont retravaillé au redressement de leur économie et à l'orienter vers de l'économie manufacturière, de produits finis. Ça veut dire, au lieu d'acheter du jus d'orange, je vais acheter de l'orange et je vais fabriquer le jus de l'orange. Comme ça, je baisse. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont réussi. Aujourd'hui, sincèrement, la Russie est en train... Je ne connais pas le pays de l'intérieur, mais elle est en train de passer, je l'espère pour les Algériens d'ailleurs, la Russie le fait parce qu'elle a du capital humain, parce qu'elle a formé des ingénieurs pendant un siècle, parce qu'elle a, à la Deuxième Guerre mondiale, elle a gagné la Deuxième Guerre mondiale, tout en étant un bloc de l'Est. Donc, elle est en train de faire migrer son économie d'une économie rentière basée sur le pétrole et le gaz à une économie à rendement croissant, c'est-à-dire qui fait des produits et qui l'exporte vers sa façade arrière, comme j'ai dit tout à l'heure, eurasiatique. Alors, et puis, le principe, il est simple en économie, c'est ce qu'on appelle la substitut importation. Je le dis aux étudiants. Je leur dis, si on achète des jeans marocains, et si on achète des chemises marocaines, et si on achète du jus d'orange marocain, on va arrêter on va freiner l'hémorragie de la devise. Le Maroc est obligé, à chaque fois, quand il apporte un produit fini de l'étranger, soit de vendre de la matière première,
soit de vendre du poisson, soit de vendre... Et donc, la Russie, elle est allée dans ce sens. Et c'est pour ça que l'inflation baisse. Et je ne crois pas qu'elle repartira en Russie. Parce qu'ils ont trouvé leur modèle. À 4%, pour vous, c'est tenable? C'est excellent. C'est tenable, ouais. Ahmed Nourdine, membre du Conseil marocain des affaires étrangères. Les exportations marocaines globales à destination de la Russie sont constituées à 97% de produits agroalimentaires. Or, nous avons depuis 4 ans un plan d'accélération industrielle qui touche aussi d'autres secteurs à fort contenu technologique cette fois-ci. Je pense à l'aviation, je pense à l'automobile, je pense à l'industrie pharmaceutique. Quid des exportations marocaines sur des contenus à forte valeur ajoutée? Avec la Russie, je pense que c'est le contrat qui doit être opéré avec la Russie. On doit agir sur le fait de ramener le transfert de la technologie russe dans les secteurs, tous les secteurs que vous avez cités. Dans l'aviation, j'espère que ça va aboutir. Il y a, je parle sous le contrôle de notre ami Alexei, il y a déjà des pourparlers avec la firme Sukhoi, mais pas dans le volet militaire, mais Sukhoi destiné à des fins civiles. Et là, il y a un créneau parce que les Russes ils sont très forts dans ces avionneurs de 100 places. Il y a un grand marché africain. Peut-être si on arrive, au lieu de fabriquer uniquement des câbles comme on le fait avec les opérateurs européens et américains, on pourrait ramener des firmes comme Sukhoi, comme une autre firme qui est à Kazan, j'ai oublié son nom, un fabricant d'avionneurs civils. Et il y a aussi Kamaz qui était présente lors du forum. On pourrait l'intéresser pour s'installer au Maroc pour la fabrication de camionneurs parce qu'on ne peut pas sur les voitures concurrencer Dacia. On parlera des IDE, mais la question vraiment c'est de savoir, voilà, nous avons un plan d'accélération industrielle qui a été lancé 2013-2014 avec l'horizon 2020 comme date finale pour doper, on va dire, notre industrie et qu'elle participe davantage à la croissance, etc., les 500 000 emplois et tout ce que vous voulez. Mais concrètement, quand on voit les échanges avec la Russie, je n'ai pas l'impression, et peut-être que c'est une erreur d'appréciation de ma part, j'ai pas l'impression que véritablement le contenu technologique y est. À votre avis, pourquoi est-ce que ce contenu technologique, cette valeur ajoutée, cette technologie n'est pas au rendez-vous pour ce qui est de nos relations avec la Russie? Pourquoi est-ce qu'on se cantonne à 97% sur des produits agroalimentaires, tout simplement? Il y a deux volets pour cette réponse rapidement. Le premier volet, je l'ai déjà cité tout à l'heure. Oui. C'est que il y a au Maroc, il y a pas cette volonté d'accompagnement de ces entreprises, et il y a le tiraillement de nos entreprises qui sont attirées aujourd'hui, qui sont sur l'Afrique. On est un petit pays qui est en train d'émerger. Nos entreprises n'ont pas ces capacités de travailler sur tous ces fronts. Ça nécessite un accompagnement de l'État pour qu'il puisse être et sur l'Afrique et sur la Russie pour pouvoir c'est-à-dire exporter ces produits qui ont une valeur ajoutée technologique, etc. Le deuxième point qui s'explique normalement, parce que la Russie c'est un pays très développé sur le plan technologique. Donc nous on doit pour pouvoir concurrencer la Russie dans son territoire, il faut avoir vraiment des firmes très développées dans leur secteur. Et le troisième point, c'est l'accompagnement. Je considère, par exemple, je me rappelle pas de son nom, mais on a plusieurs sociétés, je pense S2M ou S2M, je pense, qui est un leader mondial. Elle est présente sur 50 pays dans les logiciels de la monétique. Les fabricants de cartes bancaires, etc. Donc, et elle concurrence les plus grandes boîtes au niveau mondial. HPS aussi, ils sont bons donc là, où est-ce qu'il y a le problème pour qu'il aille investir en Russie? Je pense qu'il y a un manque d'accompagnement. Donc, je reviens à la gouvernance. Peut-être on est en train de signer des accords, mais il y a pas quelqu'un qui tient un tableau de bord pour l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et des grandes entreprises. Ça me fait peur quand vous dites ça comme ça, parce que moi, je corrèle ça forcément à ce marché que nous propose la Russie, le marché eurasiatique, de 200 millions d'habitants, et je me dis que si aujourd'hui il y a un manque de gouvernance alors que le marché se cantonne à la Russie, qu'en sera-t-il lorsque les vannes seront ouvertes et qu'on aura d'autres possibilités que éventuellement on pourrait ne pas exploiter vu ce manque de gouvernance dont vous parlez? Et c'est relativement inquiétant, vous comprenez, Ahmed Nourdine? Oui, c'est inquiétant, et d'où l'État, il doit se mener des outils pour pouvoir des outils de ses ambitions, de
son ambition pour conquérir d'autres marchés. Donc, il doit accompagner, il doit avoir ce tableau de bord et il doit avoir aussi les moyens de promouvoir nos sociétés pour aller conquérir les marchés. Hicham Hamadi, chef d'entreprise, vous voulez réagir? Je souhaite ajouter une quatrième contrainte qui est les barrières non tarifaires appliquées par la Russie. Il y a des procédures complètement imprévisibles et complètement complexes qui sont très très difficiles à être suivies par les Marocains. Il y a des certifications à faire. Depuis 2 ans, il y a un échange par exemple entre la Russie et l'ANSA sur un certain nombre de procédures. Donc il y a des vraies barrières non tarifaires qui sont appliquées. J'ajouterai au fait que effectivement technologiquement ils sont en avance et donc c'est plutôt dans le sens Russie, Maroc, Afrique que ça devrait y aller pour qu'on puisse encore s'enquérir de ces technologies. Mais pour aller vers l'accord de libre-échange, il faut absolument qu'on discute de ces barrières, la normalisation de ces barrières, l'explication et surtout la tenue de ces procédures parce que les procédures changent d'un moment à l'autre et ce qui, par exemple, a pénalisé l'huile marocaine, a pénalisé d'autres produits. Et ça, c'est connu. Quand on fait un accord de libre-échange, effectivement, on fait sauter les coûts, mais on laisse ce type de procédures qui vont éliminer les produits. Si on veut attaquer un marché de plus de 200 millions, il faut commencer d'abord par la Russie. Il faut commencer par... Moi, je vois une opportunité, par exemple, pour les nouvelles technologies, plutôt dans le sens inverse, pas dans le sens Maroc-Russie. C'est vrai qu'il y a des marchés de niche, la monétique et tout, mais c'est pas ça qui inversera les 97%. C'est de se dire comment faire en sorte à ce qu'on puisse être une plateforme, ne serait-ce que de maintenance de leurs produits qui sont utilisés en Europe. On a des coûts compétitifs et on peut devenir une maintenance deuxième niveau en termes applicatifs sur du logiciel. Donc il y a beaucoup d'opportunités que les entrepreneurs devraient voir et surtout que le gouvernement devrait appréhender en tant que secteur et non pas seulement rester sur les agrumes parce que si la volonté de l'eau, c'est de l'eau, finalement. C'est de l'eau qu'on exporte. Et si la volonté de la Russie, simplement diversifier ses partenaires et faire en sorte à ce qu'ils ajoutent à l'Égypte, le Maroc, je ne pense pas que c'est notre volonté. Rachid Achachi, chroniqueur Luxe Radio. Le tourisme également. D'ailleurs, il y a un gros projet entre le Maroc et la Russie, mais on n'aura pas malheureusement le temps d'en parler. Rachid Achachi, pour répondre à Karim, qui nous dit: la coopération nucléaire est-elle possible et réaliste entre le Maroc et la Russie? Bon, on parle de coopération nucléaire, mais pour le civil, et pour le médical également. C'est pas uniquement pour la production énergétique. Oui, c'est possible dans le domaine médical parce que c'est pas les mêmes niveaux d'enrichissement d'uranium que pour l'armement, donc ça pose pas de problème. Mais après, je pense que c'est le dernier mot, n'est-ce pas? Alors, j'insiste encore une fois sur la dimension culturelle où il faut réellement établir des ponts et faire du soft power des deux côtés. Et c'est là où la diplomatie marocaine, qui dernièrement a créé un ministère délégué. J'ai pas osé la faire celle-là, même merci. Allez-y. Pour les affaires africaines, peut-être faudrait-il penser à faire la même chose pour l'Eurasie. Je vous assure, j'y ai pensé, mais je me suis dit, je vais m'abstenir. Non, mais il faut le faire également. J'ai eu peur qu'on le comprenne autrement. Mais il faut le faire tout à fait, et pour rassembler tous les éléments marocains, les binationaux, ceux qui connaissent bien la Russie, pour pouvoir travailler sur le développement de rapports culturels, diplomatiques et autres. Donc ça ne se décrète pas, c'est du travail de la longue durée pour récolter les fruits dans 20-30 ans. Hicham Hamadi, chef d'entreprise, pour le mot de la fin. Je ne peux que suivre ce qu'a dit Rachid. D'ailleurs, j'adore toujours ses interventions. Effectivement, quand il y a un corridor et un canal de travail, de commerce avec un pays, il faut que ça ne se décrète pas. Il faut que chaque entrepreneur se lève le matin, se dise: j'ai un marché de 200 millions, qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est que comme ça que ça va être s'il n'a pas les moyens d'y aller, justement. Vous savez, je ne pense pas que c'est une question de moyens. On a des entrepreneurs, on a des entreprises qui sont capables d'aller là-bas. Quand on regarde d'une manière théorique, 200 millions face à 34 millions, si on vend un produit, on va le vendre à 200 millions de personnes. Si eux, le marché marocain reste faible pour eux, donc ça ne peut être qu'intéressant pour nous, mais cela dépendra de tout un chacun. Abdelrani Youmni, professeur universitaire, pour le mot de la fin. Moi, toutes les délocalisations qui se sont faites au Maroc, elle est au statut de sous-traitant. J'espère qu'avec l'accord de libre-échange de la Russie, on passera au statut de co-traitant, avec un vrai transfert de recherche et développement, de la formation professionnelle, et puis ne plus être la base arrière du low-cost européen, mais la base arrière du high-cost russe. Si on arrive à faire ça, c'est très bien. Après, François Hollande et le concept de la colocalisation, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Alexei Dantov, attaché au consulat général de Russie à Casablanca, pour le mot de la fin. Pour le mot de on la aura fin, des visas à la fin de l'émission?
Pour le monde de France, je voudrais dire que, à vrai dire, je sens un peu des soupçons de votre question. Donc, pendant cette émission, vous avez demandé est-ce que notre relation est vraiment stratégique. Mais moi, je voudrais souligner que c'est pas par hasard que les déclarations de coopération stratégique approfondie a été signées. Donc, c'est pas par hasard. Et c'est avec des buts stratégiques et clairs pour l'avenir proche. Donc moi, pour le monde d'enfants, je voudrais souhaiter les relations maroc-russes, le développement dans l'avenir proche et leur renforcement. Ahmed Nourdine, membre du Conseil marocain des affaires étrangères. Moi, je considère que si on réussit ici au Maroc à intéresser la Russie à investir dans la raffinerie, dans le port Médest de Nador et dans les infrastructures de gaz liquéfié, ça sera une révolution pour le Maroc de passer d'un simple client de ces produits pétroliers et énergétiques à un acteur sur la carte géopolitique de l'énergie. 15h33, merci donc à nos invités pour leur participation dans Avec ou sans parure. Merci à Rachid Achachi, chroniqueur au Matin Luxe. Merci à Alexei Donsov, attaché au consulat général de Russie à Casablanca. Également Ahmed Nourdine, membre du Conseil marocain des affaires étrangères. Abdelrani Youmni, professeur universitaire. Et merci à Hicham Hamadi, chef d'entreprise. Merci donc à nos invités. Tout de suite, place aux après-midi Tentation. C'est jusqu'à 18h. Les Nuits Magiques de 20h à minuit en compagnie de Karim Alam Boucher. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Lux Radio. Je vous retrouve demain pour un autre débat.